Actuellement, on est dans le camp. C'était là où logeaient les tirailleurs, ici, sur cette terre. Ici. Mais tout ça, on ne le voit plus. On ne les voit plus maintenant avec les infrastructures. On a créé ici des hôpitaux, des écoles, des routes. On a tout enlevé. Voilà. C'est ça. Mais moi, j'aurais vraiment aimé qu'on fasse une statue ici, au milieu de Thiaroye, qui pourra nous rappeler l'histoire. Une statue de quoi, d'un tirailleur? Oui, d'un tirailleur, oui, pourquoi pas. Mais Thiaroye devait être un lieu de pèlerinage. Ouais, voilà, et chaque année, les gens viennent ici. Recueillement. Voilà, pour dire que vraiment, nos grands-pères, on les a enterrés ici. Mais où exactement? C'est ça le problème. Où? En tout cas, on sait qu'ils sont ici, dans cette terre. Mais où exactement? Qu'est-ce qui nous dit qu'on n'est pas en train de marcher sur eux actuellement? On ne sait pas. Mais actuellement, on s'est dit, est-ce que les gens, lorsqu'ils étaient en train de construire l'autoroute, est-ce qu'ils n'ont pas vu des autres? Je ne sais pas si oui ou non. Mais en tout cas, bon, selon nous, selon l'histoire, c'était le lieu exact où les tirailleurs ont été enterrés. C'était ici. C'est ça que tu vois là. Voilà. ana li ñu waxoon li nga ñu diggoon ci say élection sama koona yaa fi di koon te di koon ñu dëkk bu émergent assuré futur jeunes yi dëkk bu liggéey am corruption du fi maanaam yoon am ñun jug nañ fajar mbëkkante si bus yi bu ci liggéey gisuñu dara jàppuñ si dara tefuñ laamu dëgg ter bi fi indi finance tegul dara ter bi taat ne tool te BRT bi xoj na suñu tool dara suma président bi bi dinaa ko sama président Regarde, j'ai besoin d'une pause. Tu veux de l'eau fraîche? Ouais. On prend 2 minutes de pause, après on commence 5 minutes, on prend sans micro. Hein. Celui-là. Sans micro après c'est pour un gendarme ou un militaire là. Il veut me tuer. Merci. Sérieux, il y avait pas mal d'entre eux qui ne savaient même pas utiliser une arme. Ah ouais, parce que, voilà, ils ne pensaient même pas qu'il allait devenir un militaire ou bien quelqu'un qui allait à la guerre. Ouais, après ça dépend des périodes. Il y a eu des périodes où ils recevaient vraiment un entraînement après militaire. On les a formés. Surtout au début en fait, surtout au début de la période des tirailleurs. Il y a des gens qui disent que le mot tirailleur est venu de là, tire ailleurs. Par exemple, ils leur donnaient des armes en leur disant tire ailleurs. Mais ne pas tirer sur eux. Parce les blancs, les français. Voilà, il faut tirer sur les Allemands. Tire ailleurs. Chasseurs ou soldats qui tirent mal ou en désordre. Ou qui ne maîtrisaient pas le tir. À Dakar, l'entraînement des troupes noires se poursuit avec méthode. Il est émouvant de lire sur le visage de ces hommes le même calme et la même résolution qui animaient déjà leurs aînés, glorieux combattants de 1914. Et c'est en portant leur barda à la mode du pays que les nouvelles troupes gagnent les navires qui les transporteront en France,
où courageusement ils rempliront leur devoir aux côtés des troupes métropolitaines. Animés du plus bel esprit de sacrifice, les hommes de nos colonies ont répondu d'un élan unanime à l'appel de la mère patrie. Salam alaikum. Je m'appelle Aïcha. J'ai passé une grande partie de mon enfance à Tiaroy. Et j'ai écrit une pièce de théâtre autour de l'histoire du massacre de Tiaroy. Donc je suis déjà très très honorée d'être présente aujourd'hui et de pouvoir vous écouter. Alors, moi c'est Maggie. Je suis artiste, chanteuse, rappeuse, activiste en même temps. Man maa ngi tudd Babacar Diokh dëkk Thiaroye Gare nekk artiste comédien aussi di scénariste di acteur de cinéma aussi waaye mosuma laa rencontré kontaan nañ lool nag si gis biñ la gis. Je suis le fils de Mbap Senghor qui a été victime comme ses camarades là du massacre de Thiaroye le 1er décembre 1944. Je me rappelle de cette histoire parce que le jour des funérailles, les gens sont venus dans la maison. J'ai demandé à ma grand-mère, c'est-à-dire la maman de mon père, mais grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est ton papa qui est décédé. Ils ont demandé des renseignements à mes parents là. Mais à cette époque-là, comme j'étais au CM2, quand le chef de bureau militaire est sorti, je me suis penché comme ça sur sa table et j'ai vu que mon père Mbap Senghor portait bien le mètre qu'il 32 124. Alors je l'ai noté jusqu'à présent. 32 124. 32 124. Est-ce que bañ leen annoncé ni sa papa dafa décédé. waaw Est-ce que famille bi def na ay démarches pour retrouver corps bi wala. man démarche. pour xam fu mu nekk ak fu mu décédé. donc mun ñu ko def parce que crime de masse la du moom rek la ñu rey foofu. moom ak ay camarades am ñoom rey à Thiaroye yi. dugal leen ci benn kamb. kamb mooy charnier. ah noonu noo koy mën a xamee. ah li ñu indi daal dinañ indi daal bi ñu ko reyee. mooy benn valise. ak benn lan c'est pas benn xaw ma kayit lañ la wax xaw ma bu taq dara. waaye moom papa moom ba muy dem fële pour nekk tirailleur dafa fekkoon mu nekk si armée bi ba pare wala après moom moo porté wu volontaire pour dem bokk si ñi def recrutement bi. non amul pourtant yooyu amul volontaire. Les gens n'étaient pas volontaires de rien du tout. Les gens ne se portaient pas volontaires pour aller faire la guerre. Hein. Ah non, on les enrôlait de force. Ils sont partis au secours de la France. Mais la France a oublié ça en 1944. Mais les gens qui ont fait le front, qui sont revenus, qui ont demandé seulement à rentrer en position de l'opprimé, vous les massacrez comme ça parce qu'ils ont osé demander l'opprimé. Vous vous rendez comme c'est lâche. Ouais. Ils refusent même de reconnaître le crime en disant oui, que ces gens-là ne sont pas morts pour la France. C'est encore. Alors que c'est des Français qui les ont tués. Est-ce que vous faites quelque chose le 1er décembre, chaque 1er décembre? Chaque mois de Ramadan, sinon chaque fois que je pars à Dakar, je passais là-bas pour leur faire des prières là. Dans le cimetière? Dans le cimetière Au cimetière là, oui. Mais j'avoue que je ne sais pas, j'ai vu des tombes enterrées là, d'autres me disent que non, c'est dans le charnier, etc. Voilà. Les corps ont été éparpillés dans le sol de Thiaroye. Mais on ne sait pas où et où exactement. On le sait, ils racontent des histoires. Ils le savent. Ils savent bien que les charniers là se trouvent quelque part. Mais ils ne veulent pas dire la vérité. Ils ne veulent pas dire la vérité.
C'est bon, professeur. Donc, si voilà, il est là à votre disposition, posez les questions et il pourra donner sa contribution. En fait, ce cimetière militaire, il a été construit au moment de la Première Guerre. Au début du XXe siècle, on a le camp militaire qui est à peu près à 1 km, 1,5 km, qui est le plus grand camp militaire en Afrique de l'Ouest, où tous les tirailleurs qui venaient du Soudan français, donc l'actuel Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, etc., étaient réunis au Sénégal. Et c'est à partir de là, c'est à partir du camp de Tiaroy puis de Dakar qu'ils ont embarqué pour la France pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a à peu près 200 000 Africains qui sont réunis en France, qui vont être défaits avec l'armée française en 1940. Et les tirailleurs qu'on va retrouver à Tiaroy plus tard sont des tirailleurs qui ont été prisonniers de guerre pendant 4 ans, de l'automne 1940 à l'automne 1944. Est-ce qu'on sait à combien s'élevait la somme de ce qu'ils devaient gagner? On parle en fait du rappel de solde de captivité. Donc, malgré le fait qu'ils aient été prisonniers entre 40 et 44, ils avaient une solde chaque jour qui sont notés sur des carnets et c'est cette somme qui, au moment de leur démobilisation, devait leur être versée et qui n'a pas été versée. Est-ce que les Français les ont tués pour qu'ils arrêtent de demander l'argent? Ce qui est toujours compliqué en fait en histoire, c'est qu'on est obligé de travailler à partir des sources qu'on a. Et là, les sources qu'on a, c'est les documents de ceux qui les ont tués. L'armée française va considérer qu'il y a eu une mutinerie et donc que c'est de la faute des tirailleurs en fait. Et elle va désigner des rebelles, des mutins comme elle les appelle, et elle va prendre comme ça 48 tirailleurs qu'elle va juger. Les événements qui ont eu lieu ici en décembre 1944 sont tout simplement épouvantables, insupportables. Et la France se grandit chaque fois qu'elle est capable de porter un regard lucide sur son passé. Et la France n'est pas elle-même quand elle détourne son regard sur des événements qui ont pu, un moment, assombrir son image. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Car c'est ce qui s'est produit. Ce fut la répression sanglante de Tiaroy. Alors François Hollande, dans son discours, emploie l'expression de répression sanglante. Il me semble que ce n'est pas le qualificatif le plus juste qu'on pourrait employer pour ce qui s'est passé. Faut quand même aussi reconnaître peut-être à Hollande d'avoir eu ce discours, d'avoir fait ce geste, d'être venu là. Et quand il dit répression sanglante, c'est une façon de dire que finalement, on les a réprimés, mais c'est parce qu'eux avaient fait quelque chose qui... peut-être que la répression est excessive, elle est sûrement excessive, mais on peut la comprendre. Moi, je pense que le terme n'est pas juste pour parler de ce que moi j'appelle un crime de masse. Après, on n'est pas dans un acte combattant. En même temps, on est dans une période de guerre. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un crime de guerre? Je pense que c'est des questions qui sont... de l'ordre du questionnement historique. Peut-être qu'employer ces mots serait choquant par rapport aux Africains surtout. Quand on dit qu'on a fait un crime de masse sur vos ancêtres, là, ça aurait réveillé quelque chose au niveau des jeunes. C'est assez étonnant comment il change en fait, il tourne en fait, il fait un espèce de retournement de situation. Tout à fait. Il dit pas mutinerie, il dit pas qu'ils se sont... Il emploie pas trop ce terme, il dit qu'ils ont été accusés d'eux. Donc, mais quelque part, il utilise des euphémismes pour le dire, quoi. Il inverse la faute, alors de manière assez subtile, mais il dit pas c'est des mutins, il dit finalement c'est eux, c'est compréhensible, ils se sont rassemblés, ce qui est vraiment faux en fait, factuellement, ils se sont pas rassemblés, on les a rassemblés et on les a exécutés. Attends un peu.
Yeah, ces hommes se sont battus pour ta liberté. Ces hommes, frères d'armes, des blancs déjà payés. Ces hommes réclament leur dû avant le camp levé. Ces hommes, des tirailleurs lâchement exterminés, sans défense désarmés au service de l'armée française. Assassinés, mitraillés, puis enterrés dans des fossés. 3 par 3, 4 par 4, vous les avez enterrés. Puis vous mentez en disant qu'ils se sont rebellés. C'est un crime contre l'humanité. Commis pour la France, assumez vos responsabilités. Un truc comme ça, tu vois. Un truc comme la 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 la. Après on dit ça. Charoy, tu dépasses. Charoy, tu... C'était ça, on Charoy, tu dépasses, tu m'attrapes dans ma tête, tu résonnes. Ta revendication dépasse, tu portes la résistance. Charoy, tu dépasses, tu m'attrapes dans ma tête, tu résonnes. Ta revendication dépasse, tu portes la résistance. Je vais juste arranger la fin. Ici, à partir d'ici. Ici, c'est un crime contre l'humanité commis par la France. Assumez votre responsabilité, ne se limite pas à la reconnaissance comme l'a reconnu François Hollande. Yes. Doudou Diallo, c'est un Sénégalais. Il est né en 1918, donc il a 26 ans. Hein. C'est quelqu'un qui est, comme la plupart, hein, c'est quelqu'un qui est dans la vingtaine, qui est assez jeune. Voilà. Il a été tué? Doudou Diallo? Oui. Non. Lui, il n'est pas au camp le 30 novembre. Hein. Il est chez sa sœur à Dakar. Et là, ce 1er décembre, il revient, il se fait arrêter. On va considérer que c'est un meneur de la rébellion, entre guillemets, alors qu'en fait, il n'était pas là, quoi. Il n'était pas là la veille. Il a été embarqué en France à partir de 1940. Il a d'abord été fait prisonnier dans les Vosges, et puis après, il est fait prisonnier au camp de la Marne, à Rennes. Et d'ailleurs, il est avec Mbab Senghor à ce moment-là. Ils sont prisonniers ensemble, ce qui est un des plus grands camps de prisonniers coloniaux à ce moment-là. C'est que l'Allemagne ne voulait pas de Noirs sur le sol allemand, carrément. Parce qu'ils ont peur de maladies, ils ont peur de contamination, ils ont peur de contact avec la population allemande. Il y a quand même une vie hein, dans les camps, ils travaillent, ils ont des colis comme ça de la Croix-Rouge qui essayent un peu de les soutenir. Et il y a des histoires humaines qui se créent. Hein. Notamment, là, on a Doudou Diallo hein, sur cette photo. Avec une petite fille qui s'appelle Maïté, qu'il a eue en fait avec une marraine de guerre, je présume. Donc, il travaille dans le camp de prisonniers, hein, il travaille pour les Allemands, mais à partir de 1944, il va se mettre à aider des réseaux de résistants à l'extérieur du camp. Donc, il y a aussi beaucoup de tirailleurs hein, dans ces camps qui vont réussir à s'évader et qui vont soit intégrer des maquis un peu plus tard, soit certains réseaux de résistance hein, et qui vont participer à la lutte contre l'occupant allemand en France à ce moment-là. À l'automne 1944, les prisonniers de guerre qui sont dispersés un petit peu partout sur les territoires français vont commencer à être réunis pour être rapatriés. Et il y a une circulaire administrative hein, qui a été édictée un petit peu avant et qui dit que le paiement doit être liquidé, mais 1/4 à l'embarquement, à Morlaix en Bretagne, et les 3/4 en Afrique au débarquement. Toujours est-il qu'il y a certains tirailleurs qui ne vont pas croire ces promesses, hein, qui vont commencer à réclamer leur argent à ce moment-là,
tout leur argent qui leur est dû et qui ne vont pas croire qu'on va leur donner une fois débarqués à Dakar et qui ne vont pas embarquer. Il y a à peu près 315 tirailleurs qui refusent d'embarquer. C'était juste une promesse pour les voir déguerpir de leur territoire. tubaab bi nax na ma wan ñëpp gannaaw ngir ñëw feral say rangooñ dimbali la suturaal la sigil la ci kanamu àdduna yépp ba ñu naw la gën laa jox sa gëdd amuloo lenn loo may fayee lu dul di ma war ray ma gas ma suul xañ ma sama njaboot xañ ma samay xarit ak samay àndandoo lii duma la ko baal duma la ko baal duma la ko baal Dakar, grand port français, plaque tournante de l'Atlantique Sud. Clé de la route du Cap. Ce port que l'Angleterre voulait s'approprier a été défendu victorieusement par nos marins, nos aviateurs et nos soldats. Au centre de ce jardin, la place Protet avec le monument aux morts de la guerre 1914-1918. Et voici le palais du gouverneur général de l'AOF. C'est de là qu'est parti l'ordre de résistance. C'est là que fut conçue la réponse cinglante à l'ultimatum britannique. À une fenêtre de ce palais, voici le gouverneur général Boisson contemplant la ville qu'il a su conserver à la France. Dans cette école indigène, ces petits noirs continueront à étudier le français. Protégés par ceux qui ont su les défendre, ils apprendront chaque jour à mieux connaître la France nouvelle et celui qui en est le chef. On avait un régime qui était très vichiste à Dakar en 1940. La plupart des officiers et des officiers généraux collaborent avec le gouvernement allemand d'occupation. Et effectivement, c'est le cas aussi des trajectoires des officiers qu'on va retrouver à Tiaroy en 1944. Les tirailleurs coloniaux, les soldats africains, c'est pas dans leur priorité, au moins ils sont dans leurs stéréotypes coloniaux. Et puis, on le redira, mais eux ont été aussi des planqués. Les officiers français présents à Dakar, c'est quelque part des planqués par rapport aux soldats africains de cette époque.
Le 27 novembre 1944, il y a un premier convoi de tirailleurs qui doit partir à destination de Bamako. Et en fait, là, les gars vont refuser de monter. Ce qui va occasionner la visite le lendemain du général Dagnan, qui gère la zone Sénégal-Mauritanie. Il va expliquer que les tirailleurs étaient un peu incontrôlables ou il va dire qu'il a failli être pris en otage. Il n'y a que lui qui dit ça. C'est une manière de dire, en fait, le détachement était en état de rébellion, de mutinerie, etc. Et donc, j'ai été contraint de mobiliser une force de répression. Et il va sortir cet ordre numéro 1 qui est ici. Il nous dit « Des mesures sont prises en vue de rétablir l'ordre dans ce détachement, tout en évitant, dans la mesure du possible, ça c'est important, dans la mesure du possible, c'est une manière de se couvrir, de faire usage des armes. » Il finit ce passage par dire il s'agit, je cite, de coiffer rapidement et par surprise le camp de Tiaroy en vue d'empêcher toute fuite des tirailleurs, en vue de remettre en ordre le détachement et de manifester une telle supériorité que les mutins ne puissent songer à résister et que l'affaire s'effectue sans casse. Coiffer. Coiffer, voilà. Ça, c'est le... Je reprends un peu. Coiffer rapidement. Coiffer rapidement et par surprise, ça veut clairement dire qu'il n'y aura plus d'espace à la discussion, à la négociation, à quoi que ce soit. Il s'agit de les encercler, de faire aussi que l'affaire s'effectue, l'affaire, entre guillemets, dans un espace clos, quoi. Ouais, en huis clos. Que personne, ne soit témoin de ça. Moi, il y a un truc que je comprends pas là. Si l'argent est à Dakar, leur argent, tout ce que la France leur doit, juste pourquoi simplement ils leur donnent pas? Je comprends pas. Où est le problème en fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Il est passé où après cet argent? Ça, personne ne comprend. Personne ne comprend pourquoi. Tu vois, il est où le problème? Ils réclament leurs droits, ils réclament leur argent. L'argent est là. Pourquoi ils ne leur donnent pas, tout simplement? Ça, beaucoup de gens l'ont dit dès l'époque. Il n'y avait pas besoin de monter cette opération de répression. Il suffisait de payer les tirailleurs. L'argent était là. Il suffisait de leur régler ce qu'on leur devait. Et effectivement, c'est un truc de vouloir s'en débarrasser le plus vite possible. C'est peut-être un détournement de fonds. Ça, c'est une hypothèse aussi qui est très plausible, sur laquelle moi, je ne peux pas la confirmer. Mais en tout cas, c'est une hypothèse de travail. Et toujours est-il que ça se passe comme ça. On n'est pas sur du petit équipement, quoi. On est vraiment sur des armes de guerre, mais ce qu'il y a... En gros, c'est les chars, là, les blindés. Ouais. Il y a les chars avec les chenilles, là. Qu'on voit dans les films. Elle est en guerre, quoi. Il y a les automitrailleuses et après les off-track, c'est des autos aussi. On a installé des mitrailleuses dessus. En tout cas, on sent que c'est pas très bon et qu'ils sont pas dans une démarche de discuter de comment calmer la situation. C'est vraiment, il s'agit de démonstration de force. Mais ce qui est clair, ça veut dire qu'il y avait une chose qui se préparait. Voilà. Ça se préparait en fait. Et il parlait avec un langage codé. Il faut que l'affaire se passe sans casse. Mais quoi? Le 30 novembre, on a ce télégramme qui vient de Dakar, qui est une manière en fait de mettre Paris devant le fait accompli. Il nous dit « Je prends disposition pour empêcher, au besoin par la force, aggravation du mouvement et rétablir autorité et prestige. » Il n'y a pas eu de réponse de Paris, là? En tout cas, elles ne sont pas disponibles. Moi, je ne sais pas si c'est des choses qui ont été enlevées des archives. Voilà. Le fait que ça arrive là-bas à 1h du matin et que l'opération commence à 5h du matin le jour même, on se dit que dans les bureaux à Paris, peut-être qu'ils dormaient, quoi. Donc, on n'a pas de Alors, dans ce cas, pourquoi j'entends beaucoup sur cette histoire-là que De Gaulle était au courant? C'est vrai que c'est une interrogation que beaucoup d'historiens se posent. Est-ce que De Gaulle a donné un ordre? Ça aurait du sens. C'est une zone d'ombre. Ce qui est certain, c'est que De Gaulle a rien fait par rapport aux tirailleurs qui étaient emprisonnés après. Et toute la suite va montrer qu'il s'agit effectivement de maintenir les colonies sous le giron des autorités françaises. Et à n'importe quel prix, en fait. Et au prix de victimes et au prix de massacres, etc.
me fait très plaisir de vous revoir. C'est à chaque fois un honneur. Et je sais tout le parcours que vous avez, que vous êtes engagé à partir de 1947, je pense. 47, ouais. Décembre 47. J'avais 18 ans. Décembre 47, ouais. Et moi, j'avais une question sur le 1er décembre 1944. Parce qu'on a déjà un petit peu parlé de ça, sur le moment, ce qui s'est passé... Bon, Thiaroye, quoi. Sur le moment, non, je sais Thiaroye, nous, on était venus en vacances. On retournait, on avait pris le train à la gare de Dakar. On rentrait à l'école. Arrivé à Thiaroye, on voit des militaires qui arrêtent le train. Le chef de gare nous dit, le train ne peut pas partir. Parce qu'il y a une histoire au camp là-bas. On était gosses, on ne savait pas, mais tout d'un coup, on a entendu des coups de feu. Tout le monde criait, tout le monde, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a les militaires blancs là qui tirent sur les rebelles de la guerre là. C'est comme ça qu'on a su. Qui tiraient sur nos frères travailleurs. Est-ce que vous avez entendu les coups de feu? De la gare, on entendait nettement les coups de feu. Nettement. Nettement. C'était pas loin. La gare de Thiaroye et le camp. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être c'est la guerre. C'est après qu'on nous a expliqué que ces soldats-là ne réclamaient que leur dû. Les indemnités qu'on leur devait pendant la guerre. Pour ne pas leur donner ça, on les a tués. C'est comme on nous a fait ici. Ce n'est pas normal. Je m'excuse du terme de vous le dire. Mais la France est ingrate envers nous. Combien d'anciens combattants sont morts dans la misère? Quand tu vois un copain français en France qui touche 3 fois ou 4 fois ce que tu touches toi, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Des copains avec lesquels tu as bourlingué un peu partout, tu as fait l'Indochine. L'Indochine, j'ai fait deux séjours d'Indochine. J'ai terminé après en Algérie. Pourquoi? Martin, je ne dis pas ça pour vous blâmer. Mais la France n'a pas payé l'Afrique. Et pourtant, nous, les jeunes Africains, on a aimé la France, On s'est engagé dans l'armée parce qu'on croyait que l'histoire des races, là, ça n'existait pas dans l'armée. Au contraire, presque la majeure partie des officiers étaient des racistes. Combien de fois j'ai été cassé, rétrogradé, parce que j'avais le franc-parler, j'étais révolutionnaire. Même sur mon livret, c'était marqué « Esprit révolutionnaire ». Ne peut pas faire un officier ni un sous-officier. Comment je suis fier de cette peau-là? Je suis fier de cette peau. Chef, dans le son, si on pouvait avoir un truc comme genre, ça sonne un peu militaire là, je le sens. Yeah, ouais. Yeah, il faut mettre ça en valeur. Avec un pièce, un petit qui marque ça. C'est un crime de masse commis par la France. Assumez votre responsabilité car il est temps. Quoi? Mais responsabilité, ça veut dire gën see nekk. Ah? Gën see nekk quoi? Assumez votre responsabilité car il est temps. Non, assumez votre responsabilité. Il est temps. Voilà, c'est ça. Assumez vos responsabilités. Il est temps. Let's go.
C'est un crime de masse commis par la France. Assumez vos responsabilités, il est temps. Yes, tu vas commencer. Perfect. That's good. Donc le 1er décembre au matin, à partir de 5h, 6h, on va les rassembler sur une esplanade en particulier. Et c'est de là qu'on va tirer sur ces hommes qui sont désarmés. Et à partir de là, une des grandes questions aussi, c'est le nombre de victimes. Hein, le nombre... Et là, on arrive au cœur du mensonge d'État, hein, si on peut dire. Moi, j'ai eu un premier doute à la lecture du rapport d'Agnan. Il est en 2 exemplaires qui disent 2 choses différentes à 2 autorités. Dans un rapport, il est écrit que du côté des mutins, il y a 24 tués, 46 blessés transportés à l'hôpital de Dakar, et dont 11 sont décédés par la suite. Donc on a les 11 décédés, plus les 24, on arrive à 35. Dans l'autre rapport, il nous dit, du côté des mutins, 24 tués, 46 blessés transportés à l'hôpital de Dakar et décédés par la suite. 46 plus 24. 46 plus 24, 70. 70. Et là, en fait, pour moi, c'était un des éléments les plus à charge pour dire mais pourquoi tu nous dis ici 35 et pourquoi tu nous dis ici 70 ? Et il le fait de manière un peu, vous voyez, hein, ils disent 46, dont 11 ou 46 décédés par la suite. C'est un peu, c'est subtil, quoi. Mais on peut se dire que voilà, il le fait d'une manière relativement habile et que c'est pas le seul document. C'est ça qui est important aussi. Hein. Il y a plein de documents où on se dit mais c'est pas normal, ça. Pourquoi il nous dit ça ? Par rapport aux 2 rapports, on voit qu'ils ont un point identique, c'est-à-dire les 11 blessés par balle au niveau des services d'ordre. Ouais. Moi, je me dis comment, sur un lieu où on dit qu'il y a une rébellion, qu'il y a une résistance entre 2 tirailleurs normaux noirs, comment est-ce qu'on peut tuer tous les résistants et qu'un seul, au niveau du service d'ordre, soit blessé? Donc moi, je me dis que ça peut contredire le fait qu'il y ait une rébellion. Ah, tout à fait. Tout à fait. Si on pense que les tirailleurs étaient armés, on peut imaginer qu'ils se seraient battus, en fait, qu'ils n'allaient pas se laisser tuer comme ça. Qu'ils allaient en tuer plusieurs. Donc, bien sûr. En plus, ça, c'est un blessé, on dit un blessé par balle, mais après, ils vont faire carrément une expertise balistique. Ouais. Et ils vont montrer que le blessé par balle, il a été blessé par les gars du service d'ordre. Et que c'est une balle qui a ricoché quelque part et que ça lui est arrivé dessus. En regardant les différents documents à droite à gauche, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de contradiction fondamentale qui nous laisse penser que le massacre serait peut-être de l'ordre de 300 à 400 tirailleurs. Donc, c'est-à-dire 10 fois plus que 35. On va avoir ce document ici de la Sûreté Générale qui nous parle d'une escale qui a eu lieu à Casablanca. Donc, le bateau entre la Bretagne et Dakar s'arrête à Casablanca. Et là, on nous dit, à ce moment, 400 environ refusèrent de partir et restèrent à Casablanca. Et en fait, l'officier qui a accompagné les tirailleurs sur le bateau nous dit, lors de l'escale à Casablanca, aucun fait n'est à signaler pendant les 24 heures passées au camp de Médoune. Ça, pour moi, ça passe un peu inaperçu, mais c'est vraiment l'élément décisif qui nous dit, vous mentez, quoi. Soit s'il y en a 400 qui descendent à Casablanca et qui vont pas remonter, déjà on comprend pas, soit tout se passe bien, et dans ce cas-là, potentiellement, il y a beaucoup plus de tirailleurs qui vont débarquer à Dakar le 21 novembre. On a voulu absolument diminuer le nombre de tirailleurs présents au camp. Et si on les a diminués, c'est pour une raison très simple, c'est pour diminuer le nombre de victimes. Alors, moi, par rapport au nombre de victimes, comment tu peux enterrer 400 corps entre 9h et 11h ou midi, je sais pas. Enfin, c'est énorme, 400. 400, c'est... Non, alors là, c'est vraiment c'est la question qui vient après celle du bilan, c'est où seraient les corps? Le fait
qu'on ne nous explique pas, en fait, hein, que les autorités militaires ne disent pas à leurs supérieurs qu'est-ce qu'on a fait après, c'est aussi un élément qui nous fait penser que, voilà, on est sur de la dissimulation, qu'on a cherché à cacher à quelque niveau que ce soit, en fait. Hein. Ça, c'est pas facile de répondre à cette question de est-ce qu'on n'a pas voulu écrire ces documents, est-ce qu'on n'a pas voulu les transmettre aux archives, hein, aux services qui vont après les archiver, est-ce qu'on les a écrits puis qu'à un moment on a détruit ces documents, hein, qui nous donneraient une liste de tirailleurs débarqués à Dakar, une liste de tirailleurs tués ensuite. Donc c'est des gens qui avaient, voilà, qui avaient un nom, qui avaient une identité, un visage, et puis du jour au lendemain, on ne sait plus, ça devient des victimes anonymes comme ça. C'est bon. Après, ensemble, trop longtemps, nous avons noyé notre mal dans le silence. Assez. Trop longtemps, nous avons noyé notre mal dans le silence. Assez. Le silence. Le silence. Le silence du cimetière de Thiaroye vous appelle sans cesse par ses bouches muettes. Des tombes vides de ceux qui n'y sont pas. De ceux qui réclament leur sépulture. De ceux dont leurs corps sont éparpillés quelque part sur cette terre rougie de leur sang. Trop longtemps, nous avons noyé notre mal dans le silence. Assez. Aujourd'hui, nous réclamons que la vraie version de l'histoire se fasse connaître. Nous réclamons au moins des funérailles dignes de leur sacrifice. Nous réclamons que l'histoire dévoile sa vraie vie. Nous réclamons de faire Nous réclamons que l'histoire dévoile toute sa vérité. Nous réclamons que l'histoire dévoile toute sa vérité. Nous réclamons de faire le deuil de ces tirailleurs massacrés. La réhabilitation de leur dignité bafouée et celle de leurs frères emprisonnés et condamnés. Merci, c'est bon. Ça circule? C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Regarde-moi. On y va. Vas-y. C'est le personnage de Mahmoud, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'était un tirailleur du service d'ordre, tu vois, qui n'a pas été mobilisé, qui n'est pas allé en Europe. Il était là sur place, il a assisté, il a vu ce qui s'est passé, il n'a rien pu faire. Et après, il est devenu gardien, il est resté. Et il a été porté toute sa vie par cette culpabilité-là, en fait, de rien pouvoir faire, d'être là. Et il parle toute sa vie, en fait, chaque nuit, ce personnage, chaque nuit, il parle aux morts. C'est-à-dire qu'il est vieux. Toute sa trajectoire, c'est une descente. Et il finit par rejoindre, en fait, l'espace dans lequel sont ces hommes morts, qui dans la pièce, ne sont ni morts, en fait, ni vivants. Ils sont dans un espèce de au-deçà, ce que j'appelle l'au-deçà. Dans un espace où, comme ils n'ont pas reçu de sépulture, ils restent là, en fait. Ils restent là. Et lui, il les rejoint petit à petit, tu vois. Le soulèvement peut-il exaspérer l'aube? Mais dis-moi, le soulèvement peut-il exaspérer l'aube? Regarde-moi. Vas-y. Le soulèvement peut-il exaspérer l'aube? Vas-y. Le soulèvement peut-il exaspérer l'aube? 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 Revenez, mes frères. Revenez ce soir. Revenez là. Revenez ce soir. Revenez là. Les uns sur les autres. Priez la nuit. Restez loin face à leur peur. Cette peau devant la leur. Ce soir, je ne suis plus qu'un vieux.
seul, assis dans ce cimetière vide. Les tombes sont vides, mais vos corps sont là. Mes frères sous cette terre. Ma peau recouvre vos corps. En fait, voilà, on passe d'un crime d'État à une espèce de crime de papier, si on peut dire. Comment les autorités vont se mettre à fabriquer des meneurs, des coupables, et fabriquer des preuves pour inculper ces tirailleurs et dire que c'est eux qui, en fait, ont commis les actes qu'ils n'auraient pas dû commettre. On va arrêter 48 meneurs, hein, toujours, voilà, entre guillemets, donc 48 tirailleurs qu'on va désigner. Finalement, on va en juger que 34. Ça, c'est un élément sur lequel on n'a pas d'informations. Hein. Qu'est-ce qui se passe entre 48 et 34? Qu'est-ce que deviennent les 14? On ne sait pas. On a cette instruction qui dure pendant 1 mois, jusqu'au 29 décembre. Et on a ce procès, en fait. Hein, alors, de toute façon, la parole des tirailleurs est jamais entendue. Il y a même des choses, mais vraiment assez absurdes. On va d'abord dire que les tirailleurs avaient des photos d'Hitler avec eux. Sauf qu'on ne va jamais les montrer. On va dire qu'ils sont influencés par les communistes. Bon, soit ils sont pro-allemands, soit ils sont pro-communistes, mais ils ne peuvent pas être les deux à la fois, quoi. Et en fait, ces officiers, en plus d'être des tueurs, en plus d'être des racistes, ils sont aussi misogynes. Ils sont aussi complètement misogynes. Et ils disent finalement que ce sont ces marraines de guerre avec qui les tirailleurs ont eu des relations qui leur ont mis des mauvaises idées dans la tête, ou en tout cas qui leur ont fait prendre conscience qu'ils avaient le droit à réclamer de l'argent. Et finalement, c'est la faute de ces femmes blanches. Et la justice militaire, c'est vraiment un déni de justice. C'est vraiment, de toute façon, le sort de ces tirailleurs est joué dès ce moment-là, quoi. Dès à partir de début décembre, qu'on met en marche cette machination, hein, cette machination juridique, leur sort est plié, on va dire, quoi. Je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Je ne reconnais pas m'être trouvée parmi des tirailleurs armés. Moi-même, je n'avais pas de couteau. Je nie avoir dit il faut tuer tous les Blancs. La colonisation, c'est rien d'autre que du vol à main armée. C'est du vol, l'impérialisme. Les impérialistes sont des voleurs, sont des braqueurs. Ce petit événement dans la banlieue de Dakar est un révélateur. Ce crime est annonciateur d'une séquence qui sera quasiment annuelle. Quasiment annuelle. Thiaroye 44, Sétif et Guelma 45, à 50 000 morts. Hanoï et Haiphong 46, ils vont à la reconquête de l'Indochine et ils bombardent. Madagascar 47, 100 000 morts.
Dimbokro, Bingerville, Korogo. En Côte d'Ivoire, 48, parce que le RDA est né et que voilà. Le Cameroun, dès 49, c'est parti. Le jour où la vérité sur Thiaroye apparaîtra au grand jour dans toute sa nudité, comme je dis, ce sera radioactif comme déflagration. Mais nous, on ne compte pas sur la bonne volonté de l'administration ou de la justice française. On compte sur le propre combat que les Africains doivent mener chez eux pour eux-mêmes. Et pour ça, par exemple, sur le nombre de victimes, nous, mon parti, qui a un député à l'Assemblée nationale, a écrit au Premier ministre du Sénégal pour demander l'ouverture des fosses communes, l'exhumation des corps. Si on ouvre les fosses communes, le nombre de crânes résiduels que seront identifiés, parce qu'il n'y a qu'un crâne par corps, saura si on est dans l'ordre de la dizaine ou dans l'ordre de la centaine. Et il n'y aura plus de débat. Si on nous donne les archives, mais c'est des listes nominatives. Donc, tous les débats autour de Thiaroye sont en fin de compte des faux débats, puisqu'on a les moyens d'avoir la vérité vraie. Il suffit de la sortir, au lieu de la planquer, et puis d'assumer son histoire. Ce n'est qu'une question de temps. Par l'éducation, par la formation, par l'information et par l'exemple. Tôt ou tard, la vérité finira par prévaloir. Et à ce moment-là, la réconciliation sincère et définitive devient possible. Une histoire inoubliable. Ces hommes se sont battus pour votre liberté. Ces hommes, frères d'armes, des blancs déjà payés. Ces hommes réclament leur dû avant le camp levé. Ces hommes, ces tirailleurs lâchement exterminés, sans défense, désarmés au service de l'armée française, assassinés, mitraillés et jetés dans des fossés. 3 par 3, 4 par 4, vous les avez enterrés. Puis vous mentez en disant qu'ils se sont rebellés. C'est un crime de masse commis par la France. Assumez vos responsabilités, il est temps. C'est un crime de masse commis par la France. Assumez vos responsabilités, il est temps.